Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. La perspective d'un dialogue bis se rapproche de plus en plus. C'est le résultat de la mission de bons offices des évêques catholiques. Ils ont rencontré les deux parties ces deux dernières 48 heures. Ils sentent même que c'est le jour et le lieu des négociations directes qui restent à fixer. Autre sujet, pourquoi la commission électorale a-t-elle ajourné la publication du calendrier des élections annoncé lundi, puis hier mardi? Le roi dollar toujours en hausse. Question, l'incapacité du gouvernement à arrêter l'inflation est-elle avérée? J'en parle avec Peter Kazadi. Un habitué de ce plateau, il est conseiller juridique à l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Maître, bonsoir. Bonsoir, madame. Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle, il est du PPRD. Je dirais bon retour dans des briefings. Merci. Ça faisait longtemps, 2 ans? Ouais, ça fait un petit moment. Bonjour à vous et puis bonjour à Maître Peter Kazadi. Bonjour, merci. Il y a environ 30 jours, les évêques catholiques ont entamé la ronde des QG, des acteurs de la crise congolaise pour que les anti-dialogues rejoignent la table des négociations. Aujourd'hui, on évoque la tenue des négociations directes. Maître Peter Kazadi, est-ce que vous confirmez? Hier mardi, la CENCO avait reçu le président Étienne Tshisekedi, président du Conseil des sages du Rassemblement, pour lui confirmer que bientôt va s'engager la phase de contact direct avec les amis de la majorité pour essayer de discuter autour des questions brûlantes de l'air et parvenir à un compromis. Et je peux confirmer à l'opinion que dans les heures qui viennent, il y aura ces négociations qui vont s'engager. Alors, avant, vous évoquiez un face-à-face, Kabila Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle de négociation directe. C'est quoi la différence? Maître, d'abord. Bon, vous savez, M. Kabila est chef d'une famille politique. De même aussi, le président Tshisekedi, il est aussi chef d'une famille politique. Et il est possible que les deux puissent se rencontrer. Mais à ce stade, nous voulons d'abord que les délégations des deux chefs puissent se rencontrer. Dès lors qu'ils auront trouvé un compromis, et les deux chefs des deux familles politiques pourront finalement se rencontrer pour, je dirais, ratifier ce qui sortira des discussions de leurs émissaires. Et il y a effectivement une différence. Les deux viendront en dernier ressort pour ratifier ce que les émissaires auront trouvé. C'est un peu ça. Effectivement, nous avons aussi appris par la voie des réseaux sociaux qui pareille rencontre entre M. Tshisekedi et M. Kabila était prévue au niveau de l'Angola. Officiellement, nous n'avons jamais été saisis par une invitation afin de nous rendre en Angola, mais nous restons ouverts à toute rencontre pourvu qu'il y ait un accord préalable. Alors c'est vous qui avez souhaité cette rencontre entre le président Kabila et... Non, ce n'est pas nous. Nous l'avons appris par la voie des réseaux sociaux. Mais toutefois... C'est pas le DPS qui l'a demandé dans son dernier cahier des charges? Non, lorsque vous lisez bien les cahiers des charges, nulle part il est dit qu'on réclamait une rencontre. Par contre, M. Kabila a envoyé son numéro de téléphone au président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi estime qu'il n'est pas encore... le moment n'est pas propice pour cette rencontre. Il faudra qu'un travail et un compromis soient trouvés et les deux peuvent se rencontrer. Nous restons ouverts à pareille rencontre, la porte n'est pas fermée. Papi Tamba, c'est le camp Kabila qui a souhaité ce face-à-face, Kabila Tshisekedi? Écoutez, il faut d'abord inscrire ces différentes démarches dans l'histoire. L'histoire la plus récente, c'est celle de la réunion du CIRGL qui s'est tenue à Luanda. Et lors de cette réunion, le dernier jour, le troisième jour, je pense, où il devait sanctionner les différents documents par signature pour les chefs d'État qui étaient invités, deux chefs d'État avaient souhaité que le président Kabila continue en prenant acte, bien entendu, des dialogues de la cité l'OIA, mais qu'il puisse continuer peut-être avec la CENCO pour
proposer, c'est-à-dire pour aboutir à un rapprochement entre l'Union 1 des rassemblements, considérés comme étant les sages, c'est comme ça qu'ils les appellent, et puis les différentes institutions du dialogue, c'est-à-dire les différents organes du dialogue par rapport à la hiérarchie. Le président Kabila y a fait suite, parce que comme je vous ai dit tantôt, c'est un homme très ouvert, et depuis le 29 octobre, il avait engagé la SENCO dans cette démarche. La SENCO, aujourd'hui, en ce qui me concerne, je peux conseiller qu'ils ont franchi un petit pas. Ils ont franchi un petit pas parce que ça doit rester historique. Ça doit rester historique depuis plusieurs années que nous puissions voir le président Tshisekedi quitter son fief de Limité, quitter la rue Pétunias pour se rendre à la SENCO. C'est-à-dire se rendre à une invitation. On a toujours assisté à une opération inverse où même les ambassadeurs, des gens peuvent venir de partout. Ce sont des gens qui vont les rencontrer à Limité. Je considère que le président Tshisekedi est en train de revenir à ses premiers amours. Parce que si nous parlons dialogue, il ne faut pas oublier, Madame Amina, que le président IDPS en était le demandeur. Ça, il ne faut pas que nous puissions l'ignorer. Nous ne devons pas ignorer ici que le président Tshisekedi a déjà reçu plusieurs délégations et il y a eu des négociations directes avec nous, la majorité présidentielle, à l'époque. Malheureusement, entre-temps, il y a un mouvement qui est venu naître. Et même le premier jour de ce mouvement, il avait prononcé un discours pour soutenir encore les dialogues. Ça a créé une crise à Genval. Donc si aujourd'hui nous voyons le président Tshisekedi revenir dans ses premiers en faisant cet acte d'humilité, moi je considère son déplacement vers la SENCO comme étant un acte d'humilité. Et pour la paix dans notre pays, si le président Tshisekedi peut lancer un tel signal, moi je peux dire que le président de la République, qui est reconnu comme étant un homme très humble, ne pourra qu'apprécier un tel acte, et nous souhaiterons, pour l'intérêt de notre pays, que les deux personnalités aussi se rencontrent, parce que ce sont des grands leaders. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ok. Alors, dans l'opinion, c'était que c'est l'UDPS qui demandait cette rencontre, Kabila Tshisekedi. On y voit un peu plus clair. On a même lu des documents où on disait que le chef de l'État a remis son numéro de téléphone aux ambassadeurs du Conseil de sécurité pour que Etienne Tshisekedi le contacte. Ce qu'il a fait ou il compte le faire? Non, il ne l'a pas fait, pour des raisons que je venais de vous avancer. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire pour le président Tshisekedi de rencontrer M. Kabila. Nous attendons voir les contacts initiés par la SENCO prendre de la maturité. Comme je l'ai dit tantôt, pareille rencontre n'est pas à exclure. Le président Tshisekedi est totalement ouvert. Comme on l'a vu hier, se déplacer vers la SENCO. Mais il y a tout un message dans les déplacements du président Tshisekedi, ce qui n'est pas considéré avec une quelconque faiblesse. Vous savez, dans les discours des amis de la mouvance, c'est de dire que le président Tshisekedi est fermé à tout accord. J'ai suivi encore hier le secrétaire général adjoint du PPRD, Maître Tunda, en train de dire, de contredire pratiquement leur chef, Joseph Kabila, en disant que la SENCO avait échoué. Vous vous souviendrez que le vendredi passé, quelques heures après le point de presse de la SENCO, la majorité de M. Kabila s'est réunie pour annoncer à la face du monde que la SENCO avait échoué dans sa démarche. Et 2 jours après, soit le dimanche, nous avons vu leur chef à recevoir la SENCO et donner mandat une fois de plus à la SENCO de continuer son travail, ce qui signifie pour moi un désaveu. La question me vient à l'esprit de me demander si tous ces gens travaillent en phase avec M. Kabila. Est-ce qu'ils travaillent pour les intérêts de M. Kabila, pour les intérêts du pays ou pour les intérêts propres? Cette contradiction qui est apparue au grand jour. Donc, les déplacements de M. Tshisekedi étaient de faire voir à l'opinion nationale qu'il est pour les dialogues, qu'il est engagé, qu'il compte que dans ces dialogues soit trouvé un compromis pour sauver la nation. Et d'autre part, c'était aussi de démentir les clichés qu'ont les amis de la communauté internationale par rapport à sa personne, qui est qualifiée d'une personne rigide, d'une personnalité radicale qui ne veut pas des discussions, qui est un va en guerre. Et nous espérons bien que de l'autre côté aussi, on s'est engagé de bonne foi et nous nous attendons à de bons résultats. Alors, à quelles conditions ce dialogue bis?
À quelles conditions? Non, nous n'avons pas de conditions. Et je ne parlerai même pas d'un dialogue bis, puisque pour nous n'avons jamais participé à un quelconque dialogue. Nous avons... Les autres y étaient. Non, ça, c'était une sorte de retrouvaille de la famille de M. Kabila. Pour vous, ça ne compte pas? Ça ne compte pas. La preuve en est qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont trouvé là-bas comme accord, qu'ils appellent accord, nous allons confronter leur accord à notre feuille de route, donc c'est-à-dire la feuille de route des rassemblements que nous avons définie lors de notre dernier conclave. Les évêques de l'Église catholique de la SENCO ont déjà fait une synthèse pour trouver les points de divergence ainsi que des points de convergence. Et ici, nous allons devoir négocier autour des points de divergence. Lesquels? L'Église catholique en a énuméré 6 que je n'ai pas à l'esprit pour l'instant. Je prends comme ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, une transition sans Joseph Kabila, c'est ça? Oui, c'est les points de vue que nous avons soutenus jusque-là. Il y a les problèmes de la durée de la transition, si il y en aura. Il y a un tas de questions qui nous mettent en divergence, que nous espérons aplanir lorsque nous allons nous mettre autour de la table. Ok. Alors, Papi Tamba, il y a des points de divergence et d'autres sur lesquels vous êtes d'accord. La principale question, c'est une transition sur Joseph Kabila que eux demandent. Vous savez, ils ne demandent plus de transition sans Joseph Kabila. Maître Peter ferait bonne figure en lisant tout simplement les documents et la SENCO, parce qu'ils ont sollicité même l'élection présidentielle en décembre 2017 avec le président Kabila au pouvoir. Donc, ils ont enterré leur histoire de comment ils ont appelé ça régime spécial. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus à l'ère des polémiques. Une petite observation. Quand je parle du président Tshisekedi, ça ne gêne pas l'appeler président parce qu'il est président de son parti. Je comprenais mal que Maître Peter Kazadi appelle le président Tshisekedi comme étant un président, les qualifie comme tel, mais qu'il s'agisse du chef de l'État, garant des institutions, il parle de M. Kabila. Il pourra peut-être, lorsqu'il prendra la parole, incorporer un peu d'humilité dans son langage, ça ne fera du mal à personne. Pour revenir à ce que Maître Peter Kazadi a essayé d'évoquer tout à l'heure, une certaine panoplie de problèmes, personne n'a fait une caricature sur la personne du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi est reconnu comme tel par rapport à tout un comportement. C'est pourquoi je dis que je salue le fait qu'il puisse faire les déplacements. Maintenant, nous ne parlons pas des négociations directes entre l'opposition et la majorité présidentielle. Nous parlons d'un document dit dialogue. Il est important que les Congolais le sachent, et dans ces documents, si aujourd'hui des gens tels que Jean-Lucien Boussa, des gens tels que Sami Badibanga, qui devraient encore être leur ami personnel, ils peuvent considérer que ces gens-là, qui actuellement le Premier ministre, sont des gens de la majorité qu'ils ont fait nous retrouver avec nous, libres à eux. Mais je crois que c'est un procès quand même injuste vis-à-vis de l'opinion. Il ne faudrait pas que vous puissiez, Maître Peter Kazadi, vous détenir des cartes pour distribuer la qualité d'opposition à qui vous voulez. Si nous devons reconnaître au président de l'IDPS la qualité d'opposant, reconnaissez aussi qu'à côté de lui, il y a aussi d'autres opposants qui peuvent aussi exister et avoir une certaine liberté de penser, ne pas seulement faire des choses comme lui. Alors, il a parlé vous avez parlé de dialogue bis. Non, il n'y a pas de dialogue bis. Nous devons être d'accord là-dessus. Nous avons parlé de négociations directes selon les termes qu'on essaie d'évoquer. Parce que sans médiateur, sans facilitateur. C'est pourquoi je n'ai pas de négociations directes. Lorsque des composantes politiques veulent arriver à trouver une solution, d'abord la première chose, une petite observation, j'ai oublié, dans les communiqués du président, de la présidence de la République, on a parlé de l'authentification des différents documents envoyés. Vous comprenez que ça pose déjà un problème. Parce que la SENCO a mis en avant un document envoyé par les gens du rassemblement, certes, mais des G7. Et ce document n'a jamais porté la mention et la signature du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi il se déplace sans les G7. Nous ne connaissons pas encore le contenu avec la SENCO. Donc ça montre qu'il y a encore une harmonisation de vie à faire au sein du rassemblement même. Nous devons tout simplement savoir quels seront les documents de référence. Est-ce que ça va être les documents des G7
qui est envoyé à la Senko, où ça va être la prise de position du président de l'IDPS qui s'est fait accompagner par son secrétaire général. Il faut savoir que son secrétaire général n'était pas encore secrétaire général lorsque le rassemblement est né, pour dire aujourd'hui que le président du rassemblement peut se faire accompagner par celui qui ne connaissait même pas les rassemblements avant même qu'il puisse devenir secrétaire général. Donc ça pose un certain nombre de problèmes où il devait d'abord mettre de l'ordre entre eux. Maintenant, un dernier point, toujours par rapport à ce que Maître Peter Kazadi venait de dire, concernant toujours ces négociations que nous devons avoir. Il dit que la majorité ramait à contre-courant. Non, Maître Peter Kazadi. Alors, on a vu effectivement que le président de la République a reçu les évêques catholiques pour leur témoigner son soutien et pour qu'ils continuent leur mission de bons offices, contrairement donc à ce communiqué de l'AMP qui considérait que la Senko avait échoué. Et c'est en recevant les évêques catholiques, Joseph Kabila veut montrer qu'il reprend les choses en main, mis à part le fait peut-être que dans l'opinion, on a considéré qu'effectivement Joseph Kabila a désavoué l'AMP. Du coup, l'homme fort de l'AMP, ce n'est plus Minakou, c'est Némi Mulania, le directeur de cabinet du chef de l'État. Madame Amina, que les Congolais lisent les communiqués de la Senko, que la Senko elle-même avait publié. C'est la Senko, dans son communiqué, qui avait dit qu'elle avait constaté son échec à rallier les gens. Et on n'a pas parlé d'échec. J'ai dit ceci. On n'a pas parlé d'échec. Le la communiqué Senko, ne dit pas échec. Dans son communiqué, il ne parle pas d'échec. Les évêques n'ont pas dit échec. Écoutez-moi, laissez-moi me parler. Dans son communiqué, je reprends et je persiste là-dessus. La Senko avait dit qu'eux, ils arrêtaient leur mission. Ils souhaitaient que les différentes personnalités puissent entrer en négociation directe parce qu'elle a constaté qu'elle n'a pas été en mesure de relier les différentes vues. Ne pas le faire, c'est constater un échec. C'est la Senko. C'est vous qui ont tiré cette conclusion. Eux, ils n'ont pas évoqué. Je suis en train de dire échec. ceci. On n'a pas... Il ne faudrait pas que nous puissions rester dans des mots. Nous devons regarder dans des attitudes. Il y a un communiqué. Et ils ont relevé des difficultés à concilier les vues. Et par rapport à cela, ils avaient des difficultés à concilier les vues. Des difficultés à concilier les vues et qu'ils s'en arrêtaient là. Bref, ils ont dit que c'est difficile mais pas impossible. Non, ils ont dit qu'ils s'en arrêtaient là et qu'ils souhaitaient la négociation directe. Mais c'était quoi la maladresse? La maladresse, c'était de savoir que lorsque vous recevez mandat de la part de quelqu'un, président de la République, pour accomplir quelque chose. Je pense que la primeur de vos conclusions devait être réservée à la présidence de la République. Et ils l'ont fait dans un communiqué. Ils ont fait dans un communiqué et leur communiqué est public. Les Congolais me suivent. Les Congolais peuvent tirer leurs conséquences en les lisant. Donc la majorité présidentielle n'a fait que reprendre ce que la Senko elle-même avait dit. Mais je suis en train de vous dire que dans la majorité présidentielle, nous avons une autorité morale et nous évoluons avec nos positions. Comme dans toutes les familles politiques, si nous devons parler des positions contradictoires, Madame Amina, ce n'est pas la majorité présidentielle que vous allez lancer la première pierre. C'est au sein de l'opposition et du rassemblement. Personne n'a contredit l'autorité morale et l'autorité morale ne contredit non pas sa propre majorité qui, en fait, ne fait que suivre ses orientations. Disons qu'il a recadré les choses. Il a repris les choses en main. Non, même ce mot-là est mal à propos. Il a repris les choses en main. Il n'a pas voulu les faire par personne interposée. Quand vous dites qu'il a repris les choses, pas d'intermédiaire. Quand vous dites qu'il a repris, il a rencontré personnellement les évêques. Parce que c'est au départ, c'est aussi lui qui les a rencontrés. J'ai dit qu'il y avait une maladresse de la part des évêques. Il y avait une maladresse. Lorsque quelqu'un vous rencontre, quelqu'un vous confie une mission, président de la République, à qui devez-vous réserver la primaire de vos conclusions? Et le président de la République ne reprend pas les choses en main comme s'il avait perdu les choses en main. Non. Dans la majorité présidentielle, le président de la République n'a jamais perdu le contrôle. Lorsqu'il y a des orientations strictes à faire, il a, entre guillemets, le bureau politique qui reçoit à Kingakat, il peut être un bureau politique restreint ou un bureau politique élargi pour donner des orientations. J'en sais quelque chose puisque je participe à certains bureaux politiques élargis. Oui, mais quand il y a des communiqués qui vont dans tous les sens, c'est normal qu'ils reçoivent tout le monde. Bominakou était là à cette rencontre avec les évêques catholiques pour dire voilà la ligne à suivre. Étienne Tshisekedi également a repris les choses en main, Peter Kazadi, en allant lui-même rencontrer les évêques, même s'il y est allé seul, sans les alliés du G7 et sans le rassemblement. On n'a même pas vu Lutundula, par exemple. Vous savez, madame, j'aimerais d'abord commencer par là où Papi Tamba a terminé.
Je pense qu'il n'est pas honnête d'attribuer à la SENCO ce qu'elle n'a pas dit. J'ai sous mes yeux les communiqués de la SENCO. Si vous permettez, madame, je lis le point 6 par rapport aux divergences. La SENCO dit, sur ces divergences, la SENCO estime que autour d'une table, dans un format réduit, un compromis politique est encore possible si les parties prenantes s'y engagent et font preuve de bonne volonté. La SENCO reste disponible à porter des bons offices. Voilà, j'ai dit que c'était difficile mais pas impossible. Nulle part, la SENCO a dit qu'elle avait échoué. C'était la conséquence de Aubin Minakou et son groupe. C'était leur interprétation. Non, ça veut dire que c'était les politiques. Non, c'est pour faire pression. Ils se sont précipités. Vous savez, c'est normal, c'est pour faire pression. Savez, non, il ne s'agissait pas. Ce sont des gens qui n'aiment. La conséquence de cette pression, Tshisekedi est allé vers la SENCO. Écoutez, madame, laissez-moi vous dire quelque chose. Il s'agit d'un groupe de gens qui n'ont jamais aimé ce pays et son peuple. Ce sont des gens pressés d'aller au gouvernement avec une marionnette à la tête. Alors, chaque fois qu'ils voient des bonnes choses pointées à l'horizon, ils obstruent. Qui leur a donné mandat de désapprouver le travail de la SENCO commandé par leur chef, sans qu'eux-mêmes, puisque j'entends Papi Tamba qui dire ici que la SENCO a brûlé par a été manque de délicatesse, par exemple. Il n'a pas. Non, écoutez. Il a parlé de maladresse. De maladresse. Mais eux, qui sont sous l'autorité directe de M. Kabila, puisque la SENCO n'est pas sous l'autorité directe de M. Kabila. C'est une église qui a été chargée de jouer de bons offices. Elle est indépendante, comme une église au milieu du village. Elle doit être traiter toutes les parties de la même manière. Mais eux qui dépendent directement de M. Kabila se sont permis de désapprouver la SENCO. Et leur chef a immédiatement désapprouvé aussi leurs attitudes. C'est une plateforme politique qui peut prendre position. Ça, c'est pas... Mais maintenant qu'ils sont désavoués, moi je pense qu'ils devaient démissionner. C'est pas sorcier, ça. Non, c'est sorcier, puisque vous ne pouvez pas... Une plateforme politique prenne position. Vous ne pouvez pas, dans un processus aussi crucial, où les enjeux du pays sont tellement importants, vous permettre d'aller raconter des choses sans l'aval de celui qui vous a mandaté. Donc, il s'agit tout simplement d'un désaveu. Si c'était dans un pays normal, tous allaient démissionner. Okay. Mais comme nous sommes dans un Congo où les gens n'ont pas de scrupules, comme Manuel Valls en France. Ok. Alors, Etienne Tshisekedi était chez les évêques catholiques avec juste ses lieutenants. Oui, sans le G7, sans le rassemblement. Non. Ça veut dire quoi? Il y a ceci. Là, c'est le comportement des amis de la majorité. Vous savez, lorsqu'on a arrêté notre secrétaire général adjoint Bruno Tshibala, ils ont acheté cette affaire pour dire que voilà, on a sacrifié Tshibala et tout ça, pour essayer de semer des doutes dans nos rangs. Au rassemblement, nous sommes plus qu'unis. Le président Tshisekedi reste le président du Conseil des sages. C'est lui qui engage les rassemblements. Il n'a pas de contre-saint. Nous discutons, dans le cadre des rassemblements, nous soumettons à sa signature. Et s'il a des points de vue à donner ou des directives à donner, il donne et tout le monde s'aligne derrière sa position. Son déplacement hier, il a reçu l'invitation de la SENCO. Il avait la latitude de mandater même ses émissaires, puisque lorsque nous sommes arrivés, j'ai vu Monseigneur le président de la SENCO être gêné. Il s'attendait à ce que le président Tshisekedi délègue quelqu'un. Mais, comme je venais de vous dire, le président Tshisekedi a voulu personnellement marquer la solennité, de manière solennelle son engagement dans cette voie de dialogue. Il a décidé de se déplacer pour donner cette alerte à l'opinion nationale et internationale, pour prendre les pays et la communauté internationale à témoin de sa bonne foi. Ça n'a rien à voir avec un dysfonctionnement quelconque. Pour se déplacer, M. Tshisekedi n'a pas besoin de se faire accompagner de tous les membres du rassemblement. Ou du G7. Autant, non, il ne faut pas particulariser. Pourquoi on veut particulariser les G7? Les G7, c'est une composante du rassemblement. Au même titre que la dynamique de l'opposition, comme les Fronts populaires et tant d'autres composantes, comme l'IDPS. Donc, nous sommes là des composantes au sein du rassemblement et à la tête, nous sommes tous chapeautés par le président Etienne Tshisekedi. Okay. Il n'y a pas donc lié de semer des doutes pour chercher des divergences là où il n'y en a pas. D'accord. Alors, ou qu'il fait cavalier seul, c'est lui le véritable boss. Le président Tshisekedi, c'est un grand démocrate. Oui. Vous pouvez poser la question aux amis du rassemblement, toutes tendances confondues. Ils vous diront que Tshisekedi n'impose jamais ses points de vue. Nous discutons beaucoup plus notre ligne de conduite et le président Tshisekedi endosse.
Christophe Lutondola, il est toujours la bienvenue à la 10e Mais rue. il est membre du G7. Qui est membre, bienvenue à la 10e rue. Mais il n'a pas de problème. Et, personne ne lui en veut. Il est membre, il vient quand il veut. Même après l'épisode du cahier des charges. Écoutez, madame, je ne sais pas pourquoi vous... Présumé tripoté. Écoutez. J'ai entendu ça. Tout le monde a entendu ça. Il y a ceci. Et vous-même, vous l'avez... Monsieur Lutondola a agi en tant que président d'une commission stratégique. Les voix qui se sont élevées tout simplement parce que leur travail n'était pas passé par la plénière. Puisqu'il est d'habitude que lorsque la commission stratégique prépare des projets, ça passe par la plénière. Alors, lorsqu'on a appris que ça a été déposé, certaines voix se sont élevées pour contester. Mais par la suite, tout le monde s'est calmé. Nous avons lavé nos linges sales en famille et aujourd'hui, il n'y a aucune divergence qui puisse empêcher M. Lutondola de se présenter sur la 10e rue. Ok. Alors, Papitamba, avant qu'on passe à autre chose, à la CENI, dont on attend la publication du calendrier électoral. Vous en avez déjà parlé, Etienne Tshisekedi, chez les évêques catholiques, c'est bon signe qu'il est prêt à faire des concessions pour que tout se déroule bien après cette date fatidique du 19 décembre. Vous savez, tout ce qui s'est fait ne doit pas être considéré comme étant centré sur une date. Cette date-là ne va pas arrêter la vie de la nation et on ne doit pas en faire comme étant une date tabou. En revanche, il faut faire des choses pour faire avancer les pays et surtout pour promouvoir la paix. Permettez-moi de revenir sur un fait. Le président s'assoit à côté, avait déjà une fois envoyé toute une délégation pour venir prendre le président Tshisekedi, aller à Brazza, et vous savez qu'il a réservé une fin de non-recevoir. Il n'est pas parti, son directeur de cabinet, Albert Moleka, qui est parti. Si le président Tshisekedi aujourd'hui pouvait faire les pas vers la Cinco, Maître Peter Kazel vient nous révéler quelque chose que je trouve à juste titre, que c'était pour casser une certaine image. Je dirais tant mieux. Il casse cette image-là, l'essentiel qu'il puisse aller jusqu'au bout. Pour la CENI elle-même, dans son communiqué, a donné les raisons. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas publier le calendrier? Corneille Nangaa, président de la CENI, est fidèle à lui-même depuis les premiers jours. C'est depuis les premiers jours qu'on lui avait demandé de publier un calendrier qu'il avait souhaité. Il avait dit que j'ai toujours cherché à ce qu'il puisse d'abord avoir une convergence de vues entre les différents acteurs politiques sur cette matière-là, avant de pouvoir publier le calendrier. Pourquoi? Parce qu'il avait dit qu'il y a un premier calendrier qui était partiel, qu'on a considéré comme étant trop partiel. Plus tard, il y a un autre calendrier qui était global, qu'on a considéré trop global. Tant qu'il n'y avait pas ce consensus, un nouveau calendrier ne servirait à rien. Ça serait toujours un chapelet de bonnes intentions. Et aujourd'hui, il constate qu'il y a une nouvelle dynamique. Il voulait le faire partant de la feuille de route, mais partant du rapport du 18 octobre, de l'accord du 18 octobre entre nous ainsi que l'opposition à la cité de l'OIA. Il considère qu'il y a une nouvelle dynamique qui vient d'intégrer la société en cette matière. C'est maintenant les rassemblements qui essaient maintenant de franchir la porte de la Cinco pour rejoindre la dynamique du dialogue. C'est une très bonne chose. Et il est de sa sagesse que le président Corneille Nangaa puisse encore ajourner ou retarder cela. Ça vous arrange que la CENI attende ces négociations avant de publier son calendrier? Mais c'est tout à fait logique. Sinon, ça serait demander une chose et son contraire. Si nous en sommes aujourd'hui à ce stade des tractations, c'est parce que M. Kabila s'est rendu compte que finalement, son accord, l'accord de Kantiachi, n'a pas résolu les problèmes. Et là, je demanderai à M. Tamba de comprendre que je puisse appeler M. Kabila à ce titre-là. C'est un monsieur congolais, comme tous les autres Congolais. L'appeler M. Kabila n'est pas une insulte. Vous le considérez comme président de la République? Non, pour nous, l'UDPS, nous ne l'avons jamais considéré comme président de la République. Alors, à quel titre vous voulez négocier avec lui? Il est là des faits. C'est un président des faits. Nous le reconnaissons comme tel. Mais je n'ai pas inventé sur ce plateau qu'il est président des... Bon, c'est un vieux débat et moi, je reste dans notre logique. Nous n'avons jamais accordé une quelconque légitimité à M. Kabila en tant que président de la République. Il est là, il gère notre pays des faits. Il a l'impérium, nous le concédons. Alors,
Ce qui compte pour moi, c'est de les respecter en tant qu'humains. Alors le 19 décembre, il faut que tout se fasse avant le 19 décembre, c'est ça? Nous souhaitons vivement qu'un compromis soit trouvé avant les 19, puisque les esprits des Congolais sont surchauffés. Aujourd'hui, ça peut même ne pas être les rassemblements qui donnent les mots d'ordre, mais le peuple congolais a déjà pris conscience et en a marre du régime Kabila. Le peuple congolais veut que le mandat de M. Kabila s'achève, se termine les 19. Alors, c'est pourquoi nous voulons qu'il y ait une synergie de la classe politique qui doit absolument trouver un compromis qu'on peut présenter à ces peuples pour essayer d'orienter cette tension sociale. Avant de revenir vers Papi Tamba, le 19 décembre, c'est dans 2 semaines environ. À quoi faut-il s'attendre? Un gouvernement d'union nationale, des membres de l'UDPS au gouvernement pour que tout se passe comme dans le meilleur des mondes après le 19 décembre. Et si vous n'êtes pas au gouvernement ou si rien ne se fait selon votre volonté, le ciel va nous tomber sur la tête le 19 décembre? Vous savez, madame, si c'était pour le gouvernement, nous serions au gouvernement depuis longtemps avec M. Kabila. Même bien avant, avec Mobutu, avec Kabila père. On serait des grands responsables dans ce pays en train de voler comme tout le monde. Mais nous ne voulons pas de ces gouvernements-là, où nous devons y entrer pour figurer et voler comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut alors pour que le pays ne brûle pas comme il faut qu'on trouve des solutions salutaires en faveur de la population. Lesquelles, concrètement? D'abord, le respect de la Constitution. C'est très capital. Notre peuple a besoin que sa Constitution soit respectée. Sur quel point? Le respect du principe de l'alternance. Le peuple y tient absolument. Les principes de la bonne gestion du pays. Les principes de la bonne tenue des élections. Il faut que les partis en présence, nous nous accordions sur l'ensemble de ces valeurs. Seulement après, ça peut apaiser la population. Seulement ça? Seulement ça. Non, les mecs, vous vous retrouvez autour d'une table, vous dites bonjour, respectons la Constitution et ça passe. Ah oui, mais ça serait très facile. Il faut que cela soit consigné dans un accord. Un accord qui doit être opposable à tous. Nous devons mettre en place les mécanismes de l'exécution du dit accord. Okay. C'est beaucoup plus laborieux. Et Joseph Kabila reste au pouvoir jusqu'aux élections. Nous n'en sommes pas encore là. Nous avons notre position que nous avons déjà exprimée. Nous devons aller au dialogue. C'est au niveau du dialogue que les sorts des uns et des autres va être tranché. Combien de jours de dialogue nous proposons pour nous? Si ça ne dépendait que de nous, 3 jours peuvent suffire. Les divergences sont connues. Combien de participants? Quel profil? Mais la SENCO nous a proposé 15 pour chacun des groupes. Les rassemblements, nous avons 15 places à pourvoir. Et les camps Tchachi, ceux qui s'étaient réunis au camp Tchachi, ils ont aussi 15 places. Quand vous dites camp Tchachi, c'est pas très joli. Hein. Non, mais ils ont tenu leur réunion dans un camp militaire. Ça s'appelle cité de l'Union africaine. Mais écoutez, cette cité de l'Union africaine est mélangée avec des militaires de camp Tchachi. Ça revient au même. C'est un peu méchant quand vous dites ça. Non, c'est pas du tout méchant. Ou c'est pour provoquer Papi Tamba? Pas du tout. Il sait bien que ces dialogues, madame, ces familles dialogues avaient ouvert ses portes en plein centre-ville. Et pourquoi on l'a déplacé jusque dans un camp militaire? C'est puisqu'on savait que la population y était hostile. Alors, reconnaître aujourd'hui qu'ils ont tenu ça dans un camp militaire qui représente la force brutale. Alors, ce dialogue dont vous parlez, ça sera où? Vous souhaitez que ça soit où? Au centre interdiocésain. Ils ont des grandes salles là-bas qui peuvent contenir 30 personnes. Ah, d'accord. Papi Tamba? Vous savez, c'était pour des raisons d'économie, c'est tout. La cité l'OIA appartient à l'État et on n'a pas eu à payer pour que nous puissions être là au dialogue. On doit arrêter un peu des caricatures et de mentir. Les participants étaient gracieusement dans payés. lui-même. Comme aussi. Vous aussi, vous serez payé? Non. Comme aussi. Les dialogues Maître Peter. J'ai dit sous les formats actuels, on n'a pas prévu de payer les participants. Excusez-moi. Vous savez, si vous parlez d'être payé comme délégué, on était moins payé que les délégués des Genval. Nous savons tous combien ils ont touché là-bas. L'argent de la caisse de l'État? Ce n'est pas ça. Donc, quand ça faut faire les caisses de l'État, ça peut se justifier qu'on soit gracieusement payé plus que les dialogues. Mais je dis, si admettons même que... vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Vous allez lui répondre. On est donné l'argent, mais je dis ceci, ce n'est pas donné de la caisse de l'État. Pourquoi est-ce que chaque fois on veut faire des révélations si de l'argent que vous touchez, ça pose des problèmes?
problème. Non. Maître Peter, vous avez un train de vie. À vous. Permettez-moi. Dis ici Vous à avez l'opinion. un train de vie Peter connu de Kazadi. tout le monde. Oh là là. Tout le monde Moi, sait je suis que vous avocat, pouvez- je tout le vis monde de ma sait que- profession. Je ne parle Peter pas de Kazadi. vous. Mais je quand parle vous dites en vous, tant c'est moi qui suis qu'individu. sur le plateau. Et quand vous parlez de la Je majorité, vis vous de ma parlez aussi profession de moi. d'avocat tout le Je monde. dis ceci, on sait que vous louez des avions. Le président Tshisekedi a toujours loué les avions, même lorsque, les noms de personnes. en 2011, Je vais citer les en noms de 2011, personnes. le président Mais c'est que ne Tshisekedi, sentez pas, ne vous sentez dit- pas comme j'ai si, dit en lorsqu'on 2011, donne de là. l'argent que les autres touchent, ça doit poser un en problème. 2011, Mais le l'argent président que vous Tshisekedi touchez, a on doit loué pas en parler. un avion qui lui J'avais a la permis de parole. sillonner toute l'ensemble de Maître On va Peter, se quitter, on va Peter. se quitter comme ça. sur J'avais la parole. On va terminer par ce franc congolais qui se porte très mal par rapport au dollar. Le gouvernement qui a du mal à stabiliser la monnaie. Le gouvernement explique que c'est une situation internationale due à la chute du cours des matières premières, des métaux. Madame, il s'agit d'une escroquerie tout simplement. Vous savez, pendant tous les temps qu'il a passé à la tête du gouvernement, M. Matata s'est illustré par le maquillage des chiffres. Ce qui a apparu comme une stabilité de la monnaie au plan interne était dû à un blocage systématique de la dette, du paiement de la dette intérieure. Et pendant ces temps, le gouvernement, sous le gouvernement Matata, en a profité pour se faire des poches pleines. Comment ça? Mais madame, avec tous les scandales qu'on a révélés, pas plus tard que la semaine passée au Parlement, vous n'avez pas suivi en tant que journaliste les détournements des deniers publics, les vols, les scandales qui ont émaillé tous les temps du gouvernement Matata. Et aujourd'hui, qu'il n'est plus aux commandes, il ne contrôle plus rien, l'argent sort dans tous les sens. Aujourd'hui, le dollar a repris son niveau normal. Donc, il s'agit tout simplement d'une escroquerie. Et ici, j'aimerais souligner à Papi Tamba, mon cher ami, effectivement, dans ces pays, vous avez institué des classes sociales. Il y en a une qui vit dans la République de la Gombe et une autre qui vit dans la misère, dans les banlieues de Kinshasa. Et ces grands publics-là, le fait pour vous d'avoir divisé les pays ne signifie pas qu'il y en a qui sont plus congolais que les autres. Mais tout simplement, vous avez voulu transformer une grande partie du peuple congolais en esclaves. Une vache à lait qui, après avoir... vous allez tout simplement pour consommer, les autres produisent et vous consommez. Je ne veux pas rentrer comme si je voulais personnaliser les débats sur votre propre personne. Oui, c'est un véritable plaidoyer là. Mais oui, je suis avocat de formation, mais aussi politicien. Je suis beaucoup plus attaché à ces peuples qui souffrent, maltraités par ceux qui sont censés être ces dirigeants, ceux qui doivent travailler au bonheur de ces peuples. Et Papi Tamba et son camp, ils ont chosifié ces peuples. Et c'est ces grands peuples de ces grands peuples que je parle, ces peuples mécontents des règnes de M. Kabila de 15 ans, ces peuples mécontents de la gestion calamiteuse de M. Kabila, de ses différents gouvernements, de cette escroquerie du gouvernement Matata. C'est ces peuples-là qui est mécontent, qui ne veut plus voir les pouvoirs PPRD perdurer à la tête de ces pays. Et ces peuples-là voudraient voir un changement au 19. Voilà pourquoi, Papi Tamba, c'est très facile de dire qu'un élu ne peut être remplacé que par un autre élu. Mais il fallait organiser les élections. Vous ne pouvez pas refuser d'organiser les élections pour dire à ces peuples qui a soif du changement que vous devez attendre jusqu'à ce que moi, il me plaira d'organiser les élections. Mais il n'y aura pas de coup d'État non plus. Il n'y aura pas de coup d'État. Je n'ai jamais été partisan des coups d'État, mais seulement notre Constitution légalise une action populaire au travers de son article 64. Il nous reste une minute, Papi Tamba. Oh là là. Le franc congolais qui se porte très mal et puis on chute sur... Non, écoutez, Madame Amina, Che Guevara a joué au golf. On l'a découvert plus tard. Des gens qui cherchent à alarmer les gens pour faire croire qu'ils vivent avec les pauvres dans la pauvreté, alors que tout le monde sait que quand nous prenons des avions, des billets, des avions long courrier, ils sont dans des jets privés. Ils ne sont pas qualifiés. Ça, vous l'avez déjà dit. Maître Peter Kazadi, il n'est pas au pouvoir. Madame Mamine, j'essaie tout simplement, en s'adressant à moi, il parle de la majorité présidentielle. Il ne parle pas directement de Papi Tamba.
Je suis en train de dire ceci. Laissez-moi. Il a tenu aussi son plaidoyer. J'ai aussi le droit de tenir mon plaidoyer, Madame Amina. Donc, c'est un langage qui ne va plus émouvoir les gens, parce que les Congolais connaissent leur histoire. Ils savent qui se verse dans la démagogie, qui se verse dans. J'ai encore une déclaration du président Elie Depes lorsqu'il a été élu Premier ministre à la Conférence nationale. On peut le trouver dans les réseaux sociaux, où il a dit au peuple congolais, je ne viens pas faire des miracles, il faut nous laisser le temps. C'est le président Elie Depes qui l'avait dit. Vous avez 15 ans. J'ai encore cette vidéo-là, quand il avait déclaré cela, c'est qu'à dire, pris devant la réalité, il avait changé de discours. 15 ans de pouvoir. Et nous n'avons pu trouver aucune trace parmi les quelques mois qu'il est resté au pouvoir, puisque sous d'autres questions, on dit qu'on pouvait trouver un premier geste dans les 100 premiers jours. Une fois, il a été gouvernement, plus de 3 mois. Alors, il ne faudrait pas qu'on vienne ici nous émouvoir avec des choses que les Congolais n'ont plus besoin d'entendre. Alors, pour ce qui est du franc congolais, vous savez, Madame Amina, nous sommes face à une escroquerie. Vous savez, Maître Peter qui essaie de faire un grand plaidoyer au gouvernement Matata ou même à la personne de Matata, si Matata est choisi comme avocat, dans les mêmes dossiers, si c'était porté au tribunal, ne vous en faites pas, c'est le même Peter, il faut aller l'assister. Je n'ai pas l'habitude d'accepter des causes immorales. Vous n'avez pas la parole, monsieur. S'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Je n'ai pas l'habitude d'accepter les causes immorales. Il ne vous a pas interrompu quand vous parlez. Chers avocats, vous êtes en train de suivre un de vos collègues sur le plateau qui dit qu'il n'est pas là pour accepter des causes morales. Donc, il n'est avocat que des partis civils. Il n'est avocat que des partis civils. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Non, j'ai la parole. Il a dit ça ici. Vous le connaissez et vous savez s'il a déjà eu à défendre des gens qui ont été condamnés. Il ne faut pas confondre. Attendez, je parle à vos confrères qui nous suivent. On parlait du franc congolais là. Maintenant, c'est lui qui me désoriente, madame. Vous ferez bien de me protéger et puis on n'ira pas sur ces terrains-là. J'ai dit, il y a une chose quand même qui est étonnante. Moi, j'observe, lorsqu'on a regardé la période de 90 à 94, il y avait une dépréciation d'Isaïe qui était d'Isaïe à l'époque, qui nous étonnait à tel point qu'on avait atteint l'hyperinflation jusqu'à 10 000%. C'était 4 725% par mois. Aujourd'hui, on connaît et puis cela se faisait sentir directement dans la hausse des prix. Mais vous allez à Vodacom, vous allez à RTL, vous achetez 1000 unités plutôt, on vous le vend à $10. Ah non, en franc congolais, c'est maintenant 14 000. Non, j'ai dit vous allez à RTL. 14 000. J'ai dit on vous le vend à $10. Je ne parle pas des francs congolais. Vous allez avec $10 en dehors de RTL. Vous allez acheter les crédits chez quelqu'un qui va dire qu'il faut $10, vous complétez encore des francs congolais. Qui ne sont pas considérés comme étant son bénéfice, mais c'est son propre critère qu'il a trouvé pour apprécier. Ce que je veux seulement dire, je voulais dire que nous sommes devant une situation, laissez-moi j'ai le mot, nous sommes devant une situation de spéculation. Ça veut dire que la spéculation n'est pas l'absence de l'État, la spéculation existe partout, mais c'est Peter. Même aux États-Unis d'Amérique, vous allez à la bourse, allez à la bourse et il y a la spéculation. Et il ne faut pas dire que c'est l'absence de l'État. Alors, moi, j'aimerais juste interpeller, du moins, les Congolais dans son ensemble pour dire que nous devons entrevoir et développer des valeurs patriotiques. Il n'y a aucune logique pour que votre fournisseur ne puisse pas faire une augmentation des prix, mais vous puissiez de vous-même, de votre propre chef, essayer de procéder à l'augmentation des prix. Il n'y a pas que les cartes prépayées. J'ai donné un exemple parce que si vous voulez que nous puissions... Nous sommes dans une économie libérale. Monsieur Peter, écoutez, vous êtes juriste et restez dans votre terrain. Coupez le micro de Peter Kazadi, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes juriste et monsieur, je crois que c'est mieux que vous restez dans... Pourquoi cette agitation? Les denrées de première nécessité ont également augmenté. Moi, je crois que ça commence... Pendant un certain moment, ça a résisté. Aujourd'hui, ça commence, mais les denrées de première nécessité à l'état pire tel que la chikwang. La chikwang qui était à 500 francs est toujours à 500 francs jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous racontez là? La chikwang est à 500 francs, j'en ai encore acheté hier. Laquelle hein? La chikwang, j'ai dit qui est à 500 francs. Je parle de la chikwang. La différence, c'est quoi, Madame Amina? En tant qu'un acteur politique de surcroît, communicateur de la majorité présidentielle, certaines choses, j'aime les faire seul. Les marchés, des fois, j'y vais moi-même pour vérifier les choses de mon propre. Mais il faut dire que les prix des biens de première nécessité ont grimpé. J'ai dit que ça a résisté pendant un certain temps. Aujourd'hui, ça commence à suivre. Non, parce que nous sommes en train de parler, des produits importés et des produits qui passent la zone de spéculation. Nos mamans qui sont des mamans maraîchères ne spéculent pas.
Donc c'est là que je dis que je suis en train d'appeler tous les Congolais et même des acteurs économiques, oui bien entendu, parce que il n'y a rien de palpable qui puisse justifier cette augmentation. Quoi qu'il en soit, la vie coûte très très cher. Hein. On se plaint de la cherté de la vie partout. Merci beaucoup d'être venu dans ce débriefing qui se termine ici. La perspective d'un dialogue bis qui se rapproche de plus en plus. C'est le résultat de la mission de bons offices menée par les évêques catholiques. Ils ont rencontré les deux parties ces 2 dernières 48 heures. Le chef de l'État, Étienne Tshisekedi, un patron du rassemblement. On attend le jour et le lieu de ces négociations directes. La CENI qui va publier son calendrier après justement ces négociations directes. Et c'est après ce dialogue bis, comme l'appellent certains, d'autres appellent ça négociation directe. C'est seulement après ça qu'on saura si Sami Badibanga va rester Premier ministre ou pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débriefing. Entre-temps, demain, 7h15, c'est la rediffusion. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis partout dans le monde.